Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. En dynamique, par principe, il ne faut rien exclure et non plus d'envoyer des troupes au sol. C'est la phrase qui est un tournant dans le fond, dans la façon dont les pays occidentaux affrontent ce tournant. Et c'est le chef de l'État français qui le formule ainsi. Il ne faut pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. C'était hier soir, en conclusion de la conférence internationale à Paris dédiée à l'aide à l'Ukraine. Nous sommes toujours avec Gilles Delafont, journaliste spécialiste des questions internationales, Annie Daubenton, journaliste spécialisée de l'Ukraine. Je rappelle, Annie, que vous êtes l'auteur de l'Ukraine, l'indépendance à tout prix. François Clémenceau, éditorialiste international LCI, et le colonel Goya, consultant militaire LCI, ancien colonel des troupes de marine. Colonel, quand Emmanuel Macron parle de façon assumée, il ne faut pas exclure de façon assumée l'envoi des troupes. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des troupes non assumées. Oui, d'accord, vous l'avez interprété comme ça, mais... C'est mauvais esprit, vous savez. Oui, bien sûr qu'il y a des troupes non assumées. On a inventé des forces clandestines et des forces spéciales pour faire du non assumé. C'était inventé pour ça. Oui, le New York Times, je crois, a fait un article montrant comment la CIA était présente sur le territoire ukrainien depuis 8 ans. Bien sûr, ça sert à ça. Bon, donc oui. Maintenant, le stade supérieur, c'est l'assumer, c'est l'envoi officiel, ouvert de gens en uniforme sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'est vraiment une étape complètement différente. Ce qui précise, il faut quand même le rappeler que c'est pas encore à l'ordre du jour, quoi. Il n'y a pas consensus, etc. Mais il ne l'exclut pas pour l'avenir. C'est ça l'élément principal. Ce qui, on y revient, et pour moi, je dirais même la base de toute stratégie dialectique. Vous n'excluez rien, vous vous interdisez rien, uniquement pour garder au moins une carte en main pour plus tard. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on le fera quand même. Ça ne veut pas dire du tout, mais ça veut dire qu'on l'envisage. Et qu'on le dit, ce qu'on n'a encore jamais fait. Oui. Quand même. Mais ça a été discuté. Moi, quand j'ai vu la dépêche tout de suite, je me suis dit, tiens, il a encore dérapé, comme, rappelez-vous, au lendemain du 7 octobre, où il avait dit, on va constituer une coalition internationale. J'ai dit, ça y est, il a encore dérapé. Et quand on regarde profondément ce qui s'est passé hier à Paris, non. C'est un sujet qui a été posé sur la table, ça a été débattu. Je crois qu'il y avait une prise de conscience nécessaire de faire une annonce, de façon assez elliptique d'ailleurs, mais de faire une annonce pour dire on n'écarte rien dans la perspective de faire gagner l'Ukraine. Mais alors c'est là où on s'interroge. Vous dites on n'écarte rien. C'est qui on? Parce qu'il commence son propos en disant il n'y a pas consensus. Donc il a conscience qu'il ne sera pas suivi. Mais on va regarder la première réaction du côté suédois, par exemple, qui vient d'entrer dans l'OTAN, qui a fait un pas considérable dans la défense internationale, mais qui dit, à propos de la phrase d'Emmanuel Macron, ce n'est pas du tout d'actualité, il n'y a pas de demande des Ukrainiens. Pour l'instant, nous sommes occupés à envoyer du matériel avancé à l'Ukraine. On peut penser que c'est à destination de consommation interne. Ça, c'est le Premier ministre suédois, il dit à sa population, attendez, on ne va pas rentrer en guerre demain en mettant des... Ça, je pense que c'est plus ça, c'est normal. Mais est-ce que c'est en contradiction avec ce que dit Emmanuel Macron ? Non, ça fait qu'il fait pas partie. Il n'est pas dans le consensus, lui. Et Macron n'a pas dit que c'était d'actualité. Oui. Il a dit qu'il ne fallait rien écarter, qu'il ne fallait rien exclure. Et que si on le faisait, il fallait que ce soit dans un objectif précis. Et où tous les postulats seraient rassemblés, toutes les conditions seraient réunies. À ma connaissance, mais il pourrait dire, pardon, je vous interromps juste une seconde parce que j'ai une curiosité là immédiate. Les partenaires européens pourraient dire, oui, Emmanuel Macron a raison, ça n'est pas d'actualité, il n'y a pas de consensus, mais il ne faut rien exclure. C'est pas ça leur réaction. C'est une façon de dire, oh là là. C'est comme ça qu'on le dit quand on n'est pas, on est béotien. Ouh là là, non, là, c'est pas d'actualité. Mais ils ont tous autour de la table, et par consensus, remarqué, noté, observé, et
que les conditions avaient changé. Que ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en Ukraine, que ce qui se passe aujourd'hui en Russie avec Poutine a changé. On n'est plus dans ce qui s'est passé encore il y a 1 an. On est dans quelque chose de différent. Avec un pouvoir russe qui a décidé d'aller au bout, en tout cas qui le dit ouvertement. Et donc, encore une fois, quand vous entendez par exemple le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, utiliser un terme allemand première langue, mais Kriegstüchtig, prêt à la guerre. Quand vous entendez un ministre allemand en 2024 dire que l'Allemagne est prête à la guerre, alors c'est pas forcément la guerre contre la Russie, mais c'est que on est dans un environnement suffisamment dangereux aujourd'hui pour être prêt à se défendre, mais prêt aussi à venir en aide à d'autres qui seraient agressés, notamment dans le cadre de l'OTAN, notamment dans le cadre de l'Union européenne, où vous avez un article, on rappelle, 42.7, qui prévoit la solidarité des membres de l'Union européenne lorsque l'un des pays est attaqué. Donc, c'est pas rien, ça, comme évolution de mentalité. Vous vous rendez compte, pour l'Allemagne ? Ah ben c'est énorme. Pour l'Allemagne, c'est considérable. On est dans le Premier ministre, cette prise de conscience-là. On poursuit les réactions. Elles arrivent petit à petit. Ce matin, après la déclaration d'Emmanuel Macron, écoutez le Premier ministre grec. Les Grecs, ils sont... Il n'est pas question d'envoyer des forces européennes de l'OTAN en Ukraine. Une question qui n'existe pas pour la Grèce et qui, je crois, n'existe pas pour la grande majorité de nos homologues. Une telle question n'existe pas et je pense que cette discussion détourne l'attention de l'essence de nos efforts pour soutenir réellement l'Ukraine en ce moment. Alors il va plus loin, hein. Il dit, au contraire, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Il dit que la discussion n'existe pas, alors que Fico a dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait eu cette discussion. Alors, et puis en plus, il parle... Alors dire qu'il n'y a pas de consensus, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, non, là, franchement, là, il y a un désaccord. Oui, mais... Et c'est visiblement que les Français et les Britanniques ont dû mettre le sujet sur la table. Voilà, bon. Et puis en plus, il parle des troupes de l'OTAN. Oui, le débat n'a pas lieu à l'OTAN. Le débat a lieu à Paris, dans une conférence d'aide à l'Ukraine, où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Il y avait des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN à cette réunion. Vous en avez qui ne sont même pas membres de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est nous, occidentaux, qui voulons aider l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux pour accélérer, pour aller davantage plus loin et pour adresser à la Russie un message. Encore une fois, c'est ça l'idée. C'est de se dire, contrairement à ce que vous croyez, nous ne sommes pas désunis sur le fond. On peut avoir des divergences d'approche, de calendrier, mais sur le fond, on est prêt à résister, à aider l'Ukraine à résister. Si encore une fois, il n'y a que Emmanuel Macron qui l'assume dans le discours, ça ne va pas impressionner beaucoup Vladimir Poutine. Il va se dire, nous, face aux Français, on n'a pas peur. Hein. Oui, enfin, en même temps, il n'a pas dressé la liste de tous les participants qui étaient prêts à envoyer des troupes. Mais non, mais on peine à les entendre et à voir qui était d'accord avec Emmanuel Macron. On écoute le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, qui s'est exprimé alors avant que Emmanuel Macron ne parle, mais c'était son sujet. Mais il n'est pas prévu que des troupes de combat de l'OTAN soient présentes sur le terrain en Ukraine. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en violation flagrante du droit international. Selon le droit international, l'Ukraine a le droit de se défendre et nous avons le droit de la soutenir dans l'exercice de ce droit. Et c'est exactement ce que les alliés de l'OTAN font et continueront à faire. Mais finalement, Emmanuel Macron, il embarrasse qui ? Ses partenaires européens ou Vladimir Poutine par cette phrase ? Écoutez, je ne sais pas, c'est vrai que la situation ne s'y prête guère, mais on peut ironiser en disant que, après tout, la Russie non plus n'est pas en guerre, elle a fait une opération spéciale. Donc, qu'est-ce qui empêche les Occidentaux de faire une opération spéciale ? Ah oui. Bien vu. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Mais voilà, pour le reste, c'est vrai qu'il y a des fortes dissensions. On le voit déjà parmi les différents responsables à la tête de l'Union européenne. C'est-à-dire, bien sûr, que les Slovaques sont pas alignés sur les Tchèques. Là, on voit déjà toutes les différences de sensibilité. Mais enfin, ce qui a été quand même précisé, c'est que ce rassemblement, on peut dire comme ça, ne doit pas jouer avec l'agenda politique de chacun des pays. Il faudrait, c'est ce que vous dites.
Et parce que sans ça, on n'en sort plus. Et également, c'est valable également pour les États-Unis, c'est-à-dire l'arrivée ou non de Trump ou d'un candidat populiste dans tel ou tel pays ne doit pas jouer radicalement sur ce tempo nouveau qui est donné à la coalition. Quel poids d'ailleurs a le refus de la Chambre des représentants aux États-Unis de signer, de voter l'accord, le nouvel accord d'aide des 70 milliards à l'Ukraine dans la phrase d'Emmanuel Macron? 20%, 10%, 0, 50%? Je ne sais pas, mais le constat est évident que les Européens aujourd'hui se posent la question de comment nous devons faire sans les États-Unis. Ils se la posent. L'élection de Trump est quelque chose qui est très sérieusement envisagé. Et ce qui va être très intéressant à ce sujet-là, c'est le sommet de l'OTAN à Washington pour les 75 ans. 75 ans de l'organisation. À Washington, en pleine campagne électorale en juillet prochain, le sommet de l'OTAN, ça va être quelque chose d'assez passionnant à suivre pour les prochaines orientations stratégiques. Je pense que Trump va faire tout ce qu'il peut pour torpiller ce sommet. Vous dites comment? Trump, ouais. Ah oui, pardon, Trump. Excusez-moi. Je voudrais revenir un instant, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de consensus, mais pour l'instant. Mais il y a donc cette phrase d'Emmanuel Macron, on va envoyer, non, il ne faut pas exclure d'envoyer des troupes au sol. Avec vous, colonel, des troupes au sol. Vous dites que ce ne seront pas des soldats armés qui iront tuer le soldat en face. C'est pas comme ça que c'est envisagé pour l'instant. C'est vous qui nous dites ça. Oui. Alors, troupes au sol, c'est flou, hein. C'est-à-dire ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est le terme, c'est unité de combat, troupes de combat, au sol, terrestre ou aérienne, par exemple. Oui, là, ça veut dire une étape considérable. Maintenant, là aussi, il n'est même pas question de ça. Il faut quand même le rappeler. On parle, pour l'instant, éventuellement mais pourquoi pas de spécialistes. Pardon. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est un choix. Ça, c'est un choix politique. Je vous pose la question, puisque vous l'avez exclu tout à l'heure en disant ce qu'on pourrait envoyer. Vous étiez d'accord d'ailleurs sur le plateau. Ce qu'on va envoyer plutôt, ce sont des ingénieurs, des aides techniques. Enfin, je ne sais pas quel est exactement le vocabulaire pour périmétrer le type de troupes au sol. Mais je vous pose la question, pourquoi pas, quand on parle de troupes au sol, est-ce qu'on n'envisage pas d'envoyer des soldats qui vont affronter l'ennemi? Alors, ça c'est presque une autre question. Hein. Il y a le fait de rien exclure. Je pense mais le fait de dire on n'exclut rien, ça, je pense que c'est une bonne chose au point de vue de dialogue stratégique. Hein. Après, envoyer vraiment des unités au sol. Alors, si on envoie des unités de combat, pourquoi faire? Voilà. Bon, si c'est des unités de combat, j'entends des bataillons d'infanterie, des bataillons blindés, des escadrons d'avions de combat, de Rafale, etc. Là, ça signifie soit il y a deux choses. Soit on essaie, par exemple, de verrouiller un terrain. On dit, si, par exemple, la menace russe s'accroît, ils réussissent à percer le front, il y a à nouveau... Bon, on dit, on arrive, on s'installe à Kiev et on dit... On fait une ligne rouge et là, on dit, on protège ce secteur, vous franchissez cette ligne, on se bat. C'est ce qu'on a fait au Tchad, on l'évoquait tout à l'heure, on a fait une ligne rouge sur le terrain, et on a dit aux Libyens, vous franchissez cette ligne rouge, c'est la guerre avec la France. Bon, à vous de choisir. Donc, soit ça, soit on l'engage directement au combat aux côtés des forces ukrainiennes. Mais là, ça veut dire concrètement, très largement, prendre l'initiative de rentrer en guerre contre la Russie. Il y a un scénario sur lequel on ne parle plus tellement, mais il y a aussi le scénario nucléaire. C'est-à-dire, que se passe-t-il si... c'est là aussi, on en parle beaucoup moins en ce moment. Mais si la Russie décidait d'employer l'arme nucléaire sur le champ de bataille ukrainien? Là, on franchit une autre étape. Les États-Unis ont dit qu'ils interviendraient, donc concrètement qu'ils rentreraient en guerre, qu'ils frapperaient les forces russes, au moins sur le territoire ukrainien, donc concrètement qu'ils rentreraient en guerre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on les suit pas, etc. Donc ça, c'est un scénario un peu particulier. Mais avant cela, vous dites, on a un terrain, il faut bloquer l'avancée des Russes. Mais c'est ça. Là, on envoie des troupes au sol, ce sont des soldats. Si on veut envoyer... et là, ils sont sous le feu russe. Sur l'Ukrainien. Oui, bien sûr. Oui, non, mais voilà, je veux dire, je ne dis pas que ce serait forcément une bonne chose, mais les options possibles pour l'envoi d'unités de combat, ce serait ça.
soit on bloque, soit on verrouille, protège. On rentre pas en guerre directement, mais on impose. Alors moi, je vois pas la différence. Pardon, je vois pas la différence. Vous dites parce que c'est défensif. Oui, on fait un dispositif défensif, une ligne rouge, et ça oblige la Russie. C'est la Russie qui rentrerait en guerre contre nous si elle décidait d'aller plus loin et de combattre les forces. Je vais jusqu'au bout. Est-ce qu'elle considère que c'est la Troisième Guerre mondiale si elle voit des soldats français là défendre une position? Elle considérerait que, d'abord, ça justifierait son discours d'agression de l'OTAN, etc. Et pour elle, oui, ce serait probablement... Encore une fois, c'est du poker. C'est du poker. Non, mais c'est du poker. C'est du poker. C'est du poker à ce niveau. Donc il faut monter, il faut faire céder l'autre. Mais alors que personne n'a envie, en réalité, de montrer les cartes. Le scénario que vous évoquez est un scénario qui s'appliquerait dans un cas très particulier, je le pense, et que des pays comme la France ou la Grande-Bretagne se doivent d'envisager. Je pense que les Grecs, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, doivent pas beaucoup planifier sur l'évolution de la situation stratégique en Ukraine, mais les Français et les Britanniques sont obligés d'envisager la possibilité aujourd'hui de voir le front exploser et de voir la Russie potentiellement gagner. Et ils doivent demander à leurs militaires à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si les Russes enfoncent le front, puisque nous disons qu'on ne les laissera pas faire? Puisqu'on dit que la Russie ne doit pas gagner. Qu'elle ne doit pas gagner. Imaginez qu'ils enfoncent le front et qu'ils se mettent à foncer sur Kiev. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette logique-là, la démarche de Macron est logique et de dire rien n'est exclu. Nous envisageons toutes les possibilités et l'envoi de troupes au sol, qui est effectivement très, très flou comme concept, peut être envisagé. Rappelons-nous qu'il y avait nécessité urgente d'envoyer un message très important à la Russie qui est « nous ne vous laisserons pas gagner ». Pour l'instant, le Kremlin n'a pas réagi officiellement, d'ailleurs. Ils ne vont pas dire « on se couche ». Pour continuer sur ce que dit Gilles et sur le message et sur le narratif, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on essaye d'expliquer qu'on est là pour aider l'Ukraine à ne pas perdre la guerre. Maintenant, on est là pour dire qu'on est là pour aider l'Ukraine à faire en sorte que la Russie ne gagne pas la guerre. Et en fait, dans ces phrases-là, il y a un truc qui est devenu aujourd'hui une réalité, en tout cas dans le discours des Européens, de l'Alliance Atlantique, des Occidentaux en général, c'est de dire que cette guerre en Ukraine, c'est notre guerre. Ça, on n'osait pas le dire encore il y a 6 mois, 1 an et demi. Pour les opinions publiques, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas vous désintéresser de ce qui se passe en Ukraine. Ça n'est pas loin de chez vous, c'est au cœur de l'Europe, c'est une démocratie. Elle est attaquée par un État, la Russie, qui a une démarche impériale et révisionniste. Et qui veut s'en prendre à l'Occident en général. Donc voilà, donc quand vous voyez, et ça vous l'avez longuement évoqué sur LCI, les attaques informationnelles et les attaques hybrides et les attaques informatiques, etc., et le cyber, qui est utilisé maintenant sur une base quotidienne, contre un certain nombre de pays européens et de l'Alliance Atlantique, vous ne pouvez pas dire « Ah ben non, mais ils n'ont pas attaqué avec des hommes au sol ». Non, mais ce sont des attaques quand même. Donc, comment on fait pour riposter à ça ? Eh bien, on est en guerre, et cette forme de guerre-là, elle peut prendre diverses formes, dont peut-être un jour, s'il le faut, avec des troupes au sol. On verra. Ça va être très intéressant au fil de la journée de voir qui embraye sur le discours d'Emmanuel Macron. Encore une fois, il est peut-être parti tout seul. Vous êtes assez... Enfin, normalement d'ailleurs, vous portez un regard critique sur la diplomatie française. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Est-ce que là, Emmanuel Macron a raison? Il a fait état d'un débat qui a eu lieu autour d'une table. Il n'a pas dit, la France souhaite ou la France exige ou la France réfléchit. Non, il a parlé au collectif. Qu'est-ce qu'on fait avec un langage Vous pensez que pluriel. comme c'était en conclusion de la réunion internationale, d'une certaine façon, il avait mandat pour parler au nom des autres pays européens, ou est-ce qu'il a poussé un peu quand même? Il a répondu à une question, il ne l'a pas abordé de prime abord, il a répondu à une question et il a dit, la question a été évoquée, sur ce débat il n'y a pas consensus, mais voilà en tout cas la posture dans laquelle nous nous trouvons. On ne peut plus éluder cette question, elle n'est plus taboue, et donc, elle est sur la table. Et elle était au menu, cette question. Elle n'a pas été abordée comme ça, par hasard, au détour d'une conversation. Elle était au menu. Vous parliez, Annie, tout à l'heure, des agendas nationaux qui étaient souvent pris en compte, évidemment, par les différents pays. Il va falloir compter avec les opinions
déjà, toute la classe politique française, ou une grande partie de la classe politique française, a réagi dès hier soir et dès ce matin à cette annonce, à cette phrase d'Emmanuel Macron. On les écoute ? Non, on les lit. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, l'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. Il faut lui donner une leçon, colonel, sur belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et dire non, pas de guerre, il faut négocier. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. On regarde la réaction d'Olivier Faure, le secrétaire national du Parti socialiste. Inquiétante légèreté présidentielle qui, au détour d'une conférence de presse, se dit éventuellement prête à engager la France comme nation co-belligérante dans cette guerre. Heureusement qu'on a des plateaux de LCI pour amener de la nuance. Mais ils font le job de président de parti. Dernière réaction, celle du Rassemblement national. On écoute, Monsieur Chenu. Madame Marine Le Pen, je ne sais pas si chacun se rend compte maintenant de la gravité d'une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre. Et c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit. Voilà pour les premières réactions. Et je voudrais... On écoute un des responsables Vous avez noté du Rassemblement. Oui, on va y revenir dans un instant. On écoute Monsieur Chenu du Rassemblement national. J'ai le sentiment qu'il y a une désinvolture inquiétante dans les propos d'Emmanuel Macron. Si on l'écoute, on peut imaginer qu'il nous dit tout simplement, en mode un peu accéléré, préparez-vous à envoyer, à un moment ou à un autre, des troupes françaises dans un conflit qui, de fait, dégénérerait en une guerre mondiale. Je pense qu'il ne faut pas monter les marches d'un conflit mondial. Voilà, Emmanuel Macron accueilli comme celui qui, avec légèreté et insouciance, veut embarquer la France dans la guerre. Annie. Non, c'est quelques réflexions qui vont faire plaisir au président Poutine. Il faut quand même qu'il ait quelques raisons d'être rasséréné. Pour le reste, je voudrais dire justement une chose qui me semble importante, c'est que on a toujours répété, et en particulier à Macron, que Vladimir Poutine ne comprenait que le rapport de force et que vraiment, d'une certaine manière, le rapport de violence auquel il contraint ses adversaires. Et là, même si on ne peut pas dire, c'est loin d'être une déclaration de guerre, la question n'est pas là, mais quelque part, il a compris qu'il y a une partie de bras de fer qui est engagée. Et je pense que pour le Kremlin, c'est un message important. Vous parliez de Poutine qui doit se frotter les mains. Les 1000 blogueurs russes, en regardant les réactions françaises, reprennent les éléments de langage de la droite, l'extrême droite française. Ou inversement, oui, je vois, c'est plutôt ça. Non, mais ce matin, il n'y a pas de réaction du Kremlin, donc de fait, ce qu'a observé Marion Villette, qui regarde ça attentivement, c'est que les 1000 blogueurs reprennent les éléments de langage. Vous pensez qu'ils ont été donnés d'abord Non, mais ce qui est apparemment... je crois que Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas dû assister une seule fois au cours de leur carrière politique à un briefing militaire sur ce que c'est qu'un CPCO, sur ce que c'est que le contingency oui, mais planning. Non plus, hein, CPCO. Non, mais ce sont dans les organes militaires de tout grand pays qui a une armée. Planification, de conduite des opérations. C'est Merci. là où on planifie des opérations militaires. On prépare. On se prépare. Et on envisage tout. On se prépare. On se prépare. Et voilà. Et on met des scénarios sur la table et on dit si jamais il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et on imagine parfois même le pire. Mais si vous n'êtes pas préparé intellectuellement à toutes les éventualités, vous ne pouvez pas diriger un pays. Enfin, vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas apte à pouvoir le faire. Si vous êtes uniquement dans un monde de bisounours et d'herbivores où vous dites bah non, finalement tout va bien se passer et il faut surtout pas être dans une logique d'escalade. Personne n'est dans une logique d'escalade. Personne n'a envie d'une guerre mondiale. Mais là, il y a des moments où il faut savoir se préparer mentalement. C'était passionnant, en tout cas, de décrypter cette déclaration importante, choc d'Emmanuel Macron hier soir sur l'hypothèse d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Merci beaucoup Agnès de Banton, François Clémenceau, Gilles Delafont et Colonel Goya.